Toute la semaine, ma femme a insisté sur une seule chose. Porte cette montre à la fête. J'ai senti un piège. Alors, je suis venu sans elle, et je l'ai donnée à son frère. Quand il est entré dans la salle, elle a couru vers lui en criant « Enlève-la tout de suite ». Ce qui s'est passé ensuite a choqué tous les invités. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Tout a commencé un mardi soir. Je venais de rentrer du travail, quand Elena est apparue dans le salon, avec une petite boîte entre les mains. Nous sommes mariés depuis 12 ans. 12 années pendant lesquelles, je pensais la connaître parfaitement. Je croyais connaître chaque geste, chaque silence, chaque regard. Mais ce soir-là, quand j'ai ouvert cette boîte, quelque chose a changé. C'était une montre en argent, avec un bracelet en cuir noir, et un large cadran. Élégante, chère, trop chère pour un cadeau sans raison apparente. Notre fête d'anniversaire de mariage était prévue pour le samedi, mais c'était encore dans 5 jours. Je l'ai remerciée. J'ai dit, elle est magnifique, Elena. Merci. Elle a souri, mais ce n'était pas un sourire normal. C'était un sourire beaucoup trop large, trop figé. Je veux que tu la portes pour la fête, m'a-t-elle dit. Elle ira parfaitement avec ton costume gris. J'ai hoché la tête. Bien sûr, je la porterai. J'ai rangé la boîte, en pensant que l'histoire s'arrêterait là. Je me trompais. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Elena en a reparlé. N'oublie pas de porter la montre samedi, a-t-elle dit, tout en me versant du café. J'ai levé les yeux. Je t'ai déjà dit oui, Elena. Je sais. Je veux juste m'en assurer. C'est important pour moi. Il y avait quelque chose dans son ton de voix, quelque chose qui n'était pas une simple demande. Cela sonnait presque comme une supplication, ou bien, un ordre déguisé en supplication. Le jeudi, elle en a fait mention à nouveau, cette fois pendant que nous regardions la télévision. Roberto, tu vas mettre la montre, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers elle. Oui, Elena, je te l'ai déjà dit 3 fois. Je veux juste que tu sois parfait. Après 12 ans, nous méritons une soirée spéciale. Sa main serrait la télécommande beaucoup trop fort. Ses jointures étaient blanches, sa mâchoire, tendue. Est-ce que tout va bien, lui ai-je demandé. Oui, tout va très bien. Promets-moi juste de la porter. Je te le promets. Mais, mon estomac s'est noué, quand j'ai prononcé ces mots. Le vendredi matin, j'ai trouvé la montre sur ma table de chevet. Je l'avais pourtant laissée dans le tiroir. Maintenant, elle était là, impossible à ignorer, brillant sous la lumière de la fenêtre. Elena est entrée pendant que je m'habillais. Tu l'as déjà essayé, m'a-t-elle demandé. Pas encore. Tu devrais l'essayer. Assure-toi qu'elle te va bien, et qu'elle fonctionne correctement. Je l'ai regardée. Elena, c'est une montre. Bien sûr qu'elle fonctionne. Essaie-la, je t'en prie. Il y avait de l'urgence dans sa voix. Beaucoup trop d'urgence. Je le ferai plus tard, lui ai-je répondu. Elle est restée plantée dans l'embrasure de la porte, immobile, à me fixer. Elle n'a rien dit de plus, pendant plusieurs secondes. Elle s'est contentée de m'observer, avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. Cet après-midi-là, au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. Carla, ma collègue, s'est approchée de mon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fixé ton écran tout l'après-midi, sans rien faire. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la montre, de l'insistance d'Elena, et de ce sentiment étrange, dont je n'arrivais pas à me défaire. Carla a ri. Oh, Roberto, tu exagères. Mon mari est pareil, avant les grands événements. Elena veut juste que tu sois beau. Ce n'est pas seulement ça, c'est la façon dont elle le dit. La fréquence. C'est obsessionnel. Toutes les femmes sont comme ça, avec les détails. Détends-toi. Je voulais la croire. Je voulais vraiment la croire. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison, Elena m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Roberto, est-ce que tu transpires beaucoup, quand tu es nerveux? Je l'ai regardé, sans comprendre. Quoi? Simple curiosité. Je veux savoir si le cuir de la montre risque d'irriter ta peau. Certains matériaux provoquent des irritations, avec la sueur.
Cela semblait logique, rationnel, mais il y avait quelque chose dans son expression. Quelque chose de calculé, comme si elle évaluait ma réponse, avec un peu trop d'attention. Non, je ne transpire pas tellement, en général, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement, puis, elle m'a demandé quelque chose d'encore plus étrange. Et sinon, as-tu des allergies que j'ignorerais? J'ai ri, nerveusement. Elena, nous sommes ensemble depuis 12 ans. Si j'avais une allergie grave, tu le saurais, depuis le temps. Aucune? Pas même une petite? Eh bien, il y a des années, je t'ai dit qu'un bracelet en métal bon marché m'avait donné des démangeaisons, une fois, mais ça remonte à loin. Pourquoi cette question? Son visage s'est illuminé une fraction de seconde, comme si je venais de lui livrer une information précieuse. Je veux juste être sûre, a-t-elle répondu précipitamment. Je ne veux pas que quoi que ce soit ruine notre soirée spéciale. Mais, la façon dont elle l'a dit, et la façon dont ses yeux ont brillé quand j'ai mentionné cette vieille allergie, ont fait courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, en repensant aux questions d'Elena, à son insistance, et à la manière dont elle m'avait observé, quand j'avais répondu à propos de l'allergie. Le samedi matin, le jour de la fête, Elena était étrangement calme. Trop calme. Elle se déplaçait dans la maison, avec une sérénité artificielle. Elle a préparé le petit déjeuner, organisé les derniers détails, et, toutes les 30 minutes environ, elle mentionnait la montre. As-tu sorti la montre du tiroir? L'as-tu nettoyée? Es-tu sûr qu'elle fonctionne? Vas-tu la mettre avant de partir, ou une fois sur place? La pression était constante. Subtile, mais constante, comme une goutte d'eau qui tomberait sans cesse sur ma tête. Et puis, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai pris la montre. Je l'ai regardée de près, je l'ai retournée dans mes mains, je l'ai tenue face à la lumière. J'ai passé mes doigts sur le bracelet en cuir, et sur l'intérieur de la boucle. Je n'ai rien vu d'étrange. C'était juste une montre normale, élégante, et chère. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais mon instinct me hurlait, que quelque chose clochait. Je n'avais aucune preuve, aucune raison logique, juste une sensation dans le ventre, qui devenait plus forte à chaque fois que je regardais cette foutue montre. Et j'ai pris une décision. Cet après-midi-là, pendant que je m'habillais pour la fête, j'ai laissé la montre sur la commode. J'ai mis ma vieille Seiko, celle que mon père m'avait offerte, celle que je portais depuis des années. Elena est sortie de la salle de bain, enveloppée dans son peignoir couleur crème. Elle m'a vu devant le miroir, et son regard est descendu vers mon poignet. Son expression a complètement changé. Où est la montre, m'a-t-elle demandé. Sa voix était tendue. Contrôlée, mais tendue. Je l'ai oubliée. J'ai déjà ma montre habituelle sur moi. Roberto, s'il te plaît, mets l'autre. C'est important. Je suis déjà prêt, comme ça. Elena, s'il te plaît. Ça compte beaucoup pour moi. Je t'en prie. Il y avait du désespoir dans sa voix. Un véritable désespoir. Pourquoi une montre est-elle si importante, ai-je demandé, en la regardant fixement. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis, a pris une grande inspiration. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver celle qui serait parfaite pour toi. Parce que je veux que cette nuit soit spéciale. Pourquoi? La sonnette a retenti. Les premiers invités arrivaient. Elena m'a regardé, avec un mélange de frustration, et d'autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, sur le moment. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Très bien, a-t-elle finalement lâché. Porte celle que tu veux. Mais sa voix semblait vaincue, éteinte. Elle a tourné les talons, et est allée s'habiller sans ajouter un mot. Je suis resté là, devant le miroir, à regarder mon reflet. Je me demandais si je venais d'éviter quelque chose de terrible, ou si j'étais simplement en train de devenir paranoïaque. Je ne le savais pas encore, mais j'allais bientôt le découvrir. La fête a commencé comme n'importe quelle autre célébration d'anniversaire. La salle était décorée de lumières chaudes, de tables élégantes, et de fleurs blanches et violettes, disposées un peu partout. Elena avait engagé un service de traiteur, qui servait des canapés et des coupes de champagne. Il y avait une musique douce en fond sonore, des conversations polies, et des rires. Tout semblait parfait,
mais je n'arrivais pas à me détendre. Elena circulait parmi les invités, avec un sourire figé sur le visage. Elle saluait, embrassait, et remerciait chaque personne d'être venue. Mais, à chaque fois que nos regards se croisaient, je voyais quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de froid, quelque chose de plein de ressentiment. Je me suis approché d'elle, lorsqu'elle s'est retrouvée seule, près de la table des cadeaux. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé, à voix basse. « Parfaitement », a-t-elle répondu, sans me regarder. « Pourquoi est-ce que ça n'irait pas ?»« Je ne sais pas. »« Tu as l'air tendu. » Elle a finalement posé les yeux sur moi. « Je vais bien, Roberto. Profite de la fête. » Elle s'est éloignée, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Carla est arrivée avec son mari, Enrique. Ils se sont approchés pour me saluer, avec de grands sourires. « Félicitations », m'a dit Carla, en me serrant dans ses bras. 12 ans. C'est tout un accomplissement. Merci d'être venu. Enrique m'a donné une tape sur l'épaule. Tu as fière allure, mon pote. Ce costume te va à la perfection. Merci. Carla s'est penchée, et m'a chuchoté à l'oreille, tu as surmonté ta paranoïa de la montre, à ce que je vois. J'ai ri nerveusement. Ouais, je suppose que tu avais raison. Mais, je n'en étais pas du tout certain. Les minutes ont passé, et d'autres invités sont arrivés. La musique est devenue un peu plus forte. Les gens ont commencé à danser. J'essayais d'avoir l'air détendu, mais mes yeux cherchaient constamment Elena. Je l'ai vue aller d'un côté à l'autre, parler à tout le monde. Mais, toutes les quelques minutes, elle regardait vers l'entrée de la salle, comme si elle attendait quelqu'un. Et puis, je l'ai vu. Rodrigo, le frère d'Elena, est entré dans la pièce. Grand, environ 35 ans, arborant toujours ce sourire insouciant qui le caractérisait tant. Il portait un costume noir, et une chemise blanche. Il présentait bien. Il a salué quelques connaissances, tout en marchant vers nous. Et c'est là que je l'ai remarqué, sur son poignet gauche. Quelque chose de couleur argent brillait. Ma montre. La montre que j'avais laissée sur la commode. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Rodrigo s'est approché, tout sourire. Petite sœur, beau-frère. Félicitations pour vos 12 ans. Il a serré Elena dans ses bras. Elle est restée raide dans son étreinte. Complètement pétrifiée. Rodrigo, d'une voix un peu perplexe, lui a demandé, « Quand es-tu arrivé ?» Il y a environ 1 heure. Je suis d'abord passé par chez vous, parce que j'avais oublié ma montre à l'hôtel. J'ai vu celle-ci sur ta commode, et j'ai pensé que Roberto l'avait oubliée, alors je l'ai empruntée. J'espère que ça ne te dérange pas, beau-frère. Il m'a montré son poignet, avec fierté. C'est une montre incroyable. Où l'as-tu achetée? Je n'ai pas pu répondre, car je regardais Elena. Et Elena, elle, fixait la montre au poignet de son frère, comme si elle venait de voir un fantôme. Son visage avait perdu toute sa couleur, il était devenu blanc comme un drap. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, ses yeux se sont écarquillés, et ses mains se sont mises à trembler. Elena, est-ce que ça va? A demandé Rodrigo, en lui touchant l'épaule. Elle n'a pas répondu. Elle continuait simplement de fixer la montre. Paralysée. Elena, a insisté Rodrigo. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, elle a réagi, mais d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Elle a attrapé le poignet de Rodrigo, avec une force inouïe. Beaucoup trop fort. Pourquoi la portes-tu? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Pourquoi as-tu mis cette montre? Rodrigo a ri, confus. Je te l'ai déjà dit. Je l'ai vu chez vous, et j'ai pensé que Roberto. Enlève-la, l'a interrompu Elena. Sa voix est montée d'un cran. Plusieurs personnes à proximité se sont tournées, pour regarder. Quoi? Rodrigo souriait toujours, mais il était désormais mal à l'aise. Enlève-la, tout de suite, a répété Elena. Sa main essayait de défaire la boucle de la montre. Enlève-la. Enlève-la de ton poignet. Elena, calme-toi, a dit Rodrigo, en reculant d'un pas, ce n'est qu'une montre. Mais elle ne s'est pas calmée. Elle l'a suivi. Elle l'a pourchassé. Elle a essayé d'arracher la montre de son poignet, tout en répétant encore et encore, enlève-la. Je t'en supplie, enlève-la.
La musique s'est arrêtée. Tous les invités ont fait silence, observant la scène. Je me suis rapidement approché. Elena, qu'est-ce qu'il se passe? Elle m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu la panique. Une panique absolue. Ce n'était pas censé être lui, a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas censé être lui. Rodrigo a finalement retiré la montre. D'accord. C'est bon, je l'enlève. Calme-toi. Il l'a tendue à Elena, les mains en l'air, comme s'il rendait une arme. Elena a pris la montre, l'a tenue dans ses mains tremblantes, puis, a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle l'a jetée au sol, avec force. Le verre s'est brisé. Le cadran s'est détaché. De petits morceaux ont volé à travers le parquet. Le silence dans la pièce était assourdissant. Elena, ai-je dit, en m'approchant d'elle. Bon sang, qu'est-ce qui te prend? Mais, avant qu'elle ne puisse répondre, Rodrigo a émis un son étrange. Un halètement. Je me suis tourné vers lui. Il se grattait le poignet violemment avec ses ongles, laissant de grandes marques rouges sur sa peau. Ça gratte, a-t-il dit. Ça me démange à en devenir fou. Et puis, je l'ai vu. La peau autour de son poignet, là où se trouvait la montre, commençait à devenir rouge. Ce n'était pas un rouge normal. C'était un rouge intense, enflammé, semblable à une brûlure. Rodrigo, qu'est-ce qui t'arrive? A demandé Carla, en s'approchant. Je ne sais pas. Ça a commencé à me gratter il y a quelques minutes, mais maintenant. Maintenant, ça brûle. Il continuait de se gratter, encore plus fort. La peau commençait à peler sous ses ongles. Elena a reculé. Elle était toujours aussi pâle, mais désormais, il y avait autre chose dans son expression. De l'horreur. L'horreur pure. Depuis combien de temps la portes-tu, lui a-t-elle demandé, d'une voix étranglée. Je ne sais pas. Environ 40 minutes. Pourquoi? 40 minutes, a répété Elena. Et puis, elle a porté les mains à sa bouche. L'état de la peau de Rodrigo continuait d'empirer. Maintenant, il y avait des zones qui commençaient à enfler. De petites cloques se formaient tout autour de son poignet. J'ai besoin d'eau, a dit Rodrigo. Ça brûle. Ça brûle tellement. Enrique a couru vers les toilettes, pour chercher de l'eau. Carla essayait de calmer Rodrigo. Je regardais Elena, et Elena regardait le poignet de son frère, les larmes aux yeux. Ce n'était pas pour toi, a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas pour toi, Rodrigo. Ce n'était pas pour toi. Rodrigo s'est mis à transpirer. D'énormes gouttes de sueur coulaient sur son front. Sa respiration s'est accélérée. Je n'arrive pas à respirer, a-t-il haleté, en posant une main sur sa poitrine. Et puis, il a trébuché. Carla l'a rattrapé, juste avant qu'il ne tombe. Que quelqu'un appelle une ambulance. Plusieurs invités ont sorti leur téléphone. Je me suis approché d'Elena, et je l'ai attrapée fermement par le bras. Que as-tu fait? Ai-je demandé, en serrant les dents. Qu'est-ce que tu as fait, Elena? Elle m'a regardé, les yeux baignés de larmes. Je ne voulais pas. Ce n'était pas pour lui, a répété Elena. Ce n'était pas pour lui. Pour qui était-ce, alors? Mais, je n'avais pas besoin qu'elle réponde. Parce qu'à ce moment précis, en regardant son visage dévasté, en regardant son frère qui luttait maintenant pour respirer sur le sol, et en regardant la montre brisée à nos pieds, j'ai tout compris. La montre était pour moi. Toute cette semaine d'insistance, toutes ces questions étranges, tout cela avait été fait pour s'assurer que je porterais cette montre. Et quelque chose dans cette montre était conçu pour me blesser. Toi, ai-je lâché, en la repoussant comme si elle me brûlait. Tu as fait quelque chose à cette montre. Elena a secoué la tête, mais ses larmes l'ont trahi. Non. J'ai juste. Rodrigo a toussé violemment. Son visage commençait à prendre une couleur étrange, rougeâtre, enflée. L'ambulance est en route, a crié quelqu'un. Mais je continuais de regarder Elena. Et Elena continuait de regarder son frère. Ce frère qui avait pris ma place. Ce frère qui payait maintenant le prix, de ce qu'elle avait prévu pour moi. Je me suis agenouillé près de Rodrigo. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. On aurait dit que l'air devait passer par un tunnel étroit,
pour atteindre ses poumons. Une respiration sifflante, forcée, terrifiante. Doucement, mon vieux, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. L'ambulance arrive. Mais Rodrigo ne semblait pas m'entendre. Ses yeux allaient dans tous les sens, complètement désorientés. Sa main grattait toujours son poignet, mais avec moins de force à présent. Comme si la douleur était si intense, qu'il ne pouvait même plus y toucher. La peau, autour de l'endroit où se trouvait la montre, n'était plus seulement rouge. C'était un mélange de rouge intense, de violet, et de blanc. Les cloques avaient grossi. Certaines avaient éclaté, laissant un liquide clair couler le long de son bras. Carla était à mes côtés, son téléphone à la main, en train de parler à l'opérateur des urgences. Oui, c'est une réaction allergique sévère. Sa peau est très enflammée. Il a du mal à respirer. S'il vous plaît, faites vite. Enrique avait apporté des serviettes humides, et essayait de refroidir le poignet de Rodrigo. Mais ce dernier se tordait de douleur, à chaque fois que quelque chose frôlait sa peau. Non, ne me touche pas là, a crié Rodrigo. Ça brûle. Ça brûle comme du feu. Je me suis levé, et j'ai marché vers l'endroit où se tenait Elena. Elle était toujours debout, immobile, les mains couvrant sa bouche. Les larmes coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage. Je l'ai prise par le bras, et je l'ai traînée dans un coin de la pièce, à l'écart des autres. Dis-moi ce que tu as fait, ai-je ordonné, d'une voix basse mais implacable. Dis-le-moi tout de suite, Elena. Cela pourrait aider les médecins. Elle a secoué la tête, encore et encore. Je ne pensais pas. Elena, ton frère est en train de mourir, là-bas. Que as-tu mis sur cette montre? Je n'ai rien mis sur la montre, a-t-elle sangloté. C'était le bracelet. L'intérieur du bracelet. Que as-tu mis sur le bracelet? Elle a fermé les yeux. D'autres larmes sont tombées. De l'extrait de nickel concentré, mélangé à une résine synthétique. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur ton allergie. Cette fois où tu en avais parlé, il y a des années. J'ai cherché sur Internet comment aggraver une réaction allergique au métal. J'ai trouvé des forums. Des instructions. J'ai acheté les composants à différents endroits, pour que personne ne se doute de rien. J'ai eu l'impression que je ne pouvais plus respirer. Tu allais m'empoisonner. Ce n'est pas du poison, s'est-elle empressée de dire. Cela devait juste te provoquer une réaction allergique, une réaction assez forte pour nécessiter une hospitalisation, mais ça n'allait pas te tuer. Je le jure, Roberto, je ne voulais pas te tuer. Et qu'espérais-tu accomplir avec ça? Elena a dégluti difficilement. Sa voix est sortie brisée. J'ai des dettes. Énormément de dettes. 200 000 € sur des cartes de crédit. Des prêts que je ne peux pas rembourser. Et toi? Tu as cette assurance vie que tu as signée l'année dernière. Celle qui couvre l'invalidité permanente. Et aussi. Je la dévisageais, incapable de croire ce que j'entendais. Tu avais prévu de me rendre invalide, pour toucher l'assurance. Pas de façon permanente. Juste assez pour que ce soit enregistré. Pour que les médecins documentent des dommages. Une réaction sévère, avec des conséquences à long terme. L'assurance aurait payé pour une invalidité temporaire. 150 000 €. Assez pour couvrir mes dettes. Et pendant ce temps? J'aurais juste dû rester assis, pendant que je souffrais? Tu ne me donnes jamais accès à ton argent, a-t-elle soudainement explosé. Toujours en train de tout contrôler. Toujours à vérifier la moindre dépense. J'ai l'impression d'être une enfant qui demande la permission. J'avais besoin d'une issue. J'avais besoin de régler ça, par moi-même. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Cette femme, avec qui j'avais partagé 12 années de ma vie. Cette femme que j'avais aimée. Cette femme avait prévu de me blesser physiquement, pour de l'argent. Tu es malade, lui ai-je dit. Tu es complètement malade, Elena. Tu ne comprends pas, a-t-elle crié. Les agents de recouvrement m'appellent tous les jours. Ils me menacent. Je vais tout perdre. Et toi? Tu ne remarques jamais rien. Toujours si occupé par ton travail, si calme dans ta routine. Pendant que moi, je me noie sous les dettes que j'ai contractées.
En essayant de maintenir cette vie parfaite que tu attends de moi. Je ne t'ai jamais demandé une vie parfaite. Je t'ai demandé de l'honnêteté. L'honnêteté, ça ne paie pas les factures. Un cri a interrompu notre conversation. C'était Rodrigo. Son visage était maintenant complètement enflé. Ses lèvres avaient doublé de volume. Ses paupières étaient si gonflées, qu'il pouvait à peine ouvrir les yeux. Je n'arrive pas à respirer, a-t-il dit, entre deux halètements. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, Carla était agenouillée près de lui, et lui tenait la tête. Ils arrivent. Tiens bon, Rodrigo. Ils arrivent. Elena s'est libérée de mon emprise, et a couru vers son frère. Elle s'est agenouillée à ses côtés. Rodo, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour toi. Rodrigo l'a regardé avec ses yeux gonflés et confus. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pardonne-moi, a répété Elena, en lui caressant les cheveux. Pardonne-moi, petit frère. Pardonne-moi. Enrique m'a regardé, de l'autre côté de Rodrigo. Son expression était un mélange de confusion et d'horreur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe ici, bon sang, a-t-il demandé. Avant que je ne puisse répondre, les portes de la salle se sont ouvertes à la volée. 2 ambulanciers se sont précipités à l'intérieur, avec une trousse d'urgence et un brancard pliant. Écartez-vous, s'il vous plaît, a ordonné l'un d'eux. Nous avons tous reculé, pour leur laisser de la place. Les ambulanciers se sont agenouillés près de Rodrigo, et ont rapidement commencé à l'examiner. Réaction allergique sévère. Choc anaphylactique en cours, a dit l'un d'eux à son partenaire. Prépare l'épinéphrine. L'autre ambulancier a sorti une seringue de sa trousse, en a retiré le capuchon, et l'a planté dans la cuisse de Rodrigo, sans hésiter une seule seconde. Rodrigo a poussé un hoquet, son corps se tendant pendant un instant. Doucement, mon ami. Ça va t'aider à respirer, a dit l'ambulancier, en lui tenant l'épaule. Quelques secondes ont passé. Des secondes qui m'ont paru être une éternité. La respiration de Rodrigo était toujours laborieuse, mais, peu à peu, elle a commencé à sembler moins forcée, moins désespérée. Qu'est-ce qui a causé la réaction, a demandé le premier ambulancier, en regardant autour de lui. Est-ce qu'il a mangé quelque chose? Un insecte l'a-t-il piqué? C'était une montre, ai-je dit, en pointant du doigt les restes éparpillés sur le sol. Il portait cette montre. L'ambulancier s'est approché des fragments. Il a ramassé le bracelet en cuir avec une serviette, pour ne pas le toucher directement. Il l'a examiné sous la lumière. Il y a quelque chose à l'intérieur du bracelet. Quelque chose de brillant et de métallique, a-t-il dit, en le montrant à son partenaire. Du nickel, a demandé l'autre. On dirait bien, mais il y a autre chose. Une sorte de résine, ou d'adhésif. Ce n'est pas accidentel. Les 2 ambulanciers se sont regardés, puis ont regardé Rodrigo, puis nous ont regardés. Nous devons apporter ça à l'hôpital, pour analyse, a déclaré le premier, en plaçant le bracelet dans un sac en plastique. Et la police voudra probablement vous parler. La police. Le mot est tombé comme une bombe dans la pièce. Elena s'est levée d'un bond. Non, non, attendez. C'était un accident. Je ne savais pas qu'il allait porter la montre. Je ne savais pas, madame, calmez-vous, a dit l'ambulancier. Pour l'instant, notre priorité est de stabiliser le patient. À eux deux, ils ont soulevé Rodrigo, et l'ont placé sur le brancard. Il était toujours conscient, mais à peine. Ses yeux s'ouvraient et se fermaient lentement. Elena a essayé de s'approcher du brancard, mais je l'ai arrêté. Non, ai-je dit fermement. Tu en as fait assez. Elle m'a regardé, avec un mélange de supplication et de désespoir. Roberto, s'il te plaît. C'est mon frère. Je dois l'accompagner. Ton frère a failli mourir à cause de toi. À cause de ce que tu avais prévu de me faire. Les invités qui étaient encore dans la salle ont commencé à murmurer entre eux. Des phrases hachées, des questions chuchotées. Le scandale se propageait comme une traînée de poudre. Les ambulanciers ont emmené Rodrigo. Les portes de la salle se sont refermées derrière eux. Et nous sommes tous restés là, dans un silence inconfortable, entourés de décorations de fête qui ressemblaient maintenant à une sinistre moquerie.
Carla s'est approchée de moi. Roberto, qu'est-ce qu'il vient de se passer? Elena, sérieusement. Je n'ai pas pu entendre la fin de sa question, car à ce moment-là, 2 policiers sont entrés. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années à l'expression sévère, a balayé la pièce du regard, jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur moi. « Qui est l'hôte de cette fête ?» a-t-il demandé. « C'est moi », ai-je répondu. Roberto Mendez. Les ambulanciers nous ont informés d'une possible agression, avec intention de nuire. Nous allons avoir besoin que tout le monde reste ici, pendant que nous recueillons les dépositions. L'autre officier, plus jeune, a sorti un carnet. Elena se tenait toujours à côté de moi, tremblante, pleurant en silence. Et j'ai réalisé que notre vie, telle que nous la connaissions, venait tout juste de prendre fin. L'officier le plus jeune a commencé à prendre les noms de toutes les personnes présentes. Son partenaire, qui s'est présenté comme étant le sergent Augustin Moral, m'a fait signe de le suivre dans une partie isolée de la salle. « Monsieur Mendez, j'ai besoin que vous m'expliquiez exactement ce qui s'est passé ici, » a-t-il dit, en sortant son propre carnet. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne savais même pas par où commencer. Comment résumer une semaine entière d'insistance étrange? Comment expliquer que votre femme avait prévu de vous empoisonner à petit feu, avec une montre? Ma femme m'a offert une montre, il y a une semaine, ai-je commencé. Elle a insisté pendant des jours, pour que je la porte aujourd'hui à la fête. Quelque chose m'a paru étrange, alors j'ai décidé de ne pas la mettre. Son frère l'a empruntée, sans que personne ne le sache. Eh bien. Vous avez vu ce qu'il s'est passé. Le sergent Moral écrivait rapidement. Pourquoi cela vous a-t-il paru étrange? La façon dont elle insistait n'était pas normale. C'était obsessionnel. Elle m'a posé des questions bizarres, pour savoir si je transpirais beaucoup, ou si j'avais des allergies. Et puis, quand elle a vu son frère avec la montre au poignet, elle a paniqué. Elle a désespérément essayé de la lui enlever. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas avec cette montre. Et votre femme a admis avoir trafiqué la montre? J'ai dégluti. J'ai regardé vers l'endroit où se trouvait Elena. Elle était toujours debout, entourée d'invités qui la dévisageaient, avec un mélange de curiosité et de dégoût. Carla s'était approchée pour lui parler, mais Elena ne répondait pas, se contentant de fixer le sol. Oui, ai-je finalement répondu. Elle m'a dit qu'elle avait mis quelque chose sur le bracelet. Du nickel concentré, mélangé à une résine synthétique. Elle savait que j'avais une légère allergie au métal, et elle l'a amplifié. Dans quel but? C'était la question à laquelle je ne voulais pas répondre. La question qui rendait tout cela encore plus pathétique. Elle a des dettes. 200 000 €. Elle voulait que je fasse une réaction allergique sévère, pour pouvoir toucher mon assurance invalidité. 150 000 €. Le sergent Moral a cessé d'écrire, et m'a regardé droit dans les yeux. Vous êtes en train de me dire, que votre femme a essayé de vous rendre invalide pour de l'argent? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il a hoché la tête lentement. Je vais devoir lui parler. Pouvez-vous lui demander de venir? Je me suis dirigé vers Elena. Tous les yeux de la salle m'ont suivi. Le murmure des conversations s'est tu, alors que je m'arrêtais devant elle. La police veut te parler, ai-je dit, la voix dénuée de toute émotion. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés, à force d'avoir tant pleuré. Roberto. Je ne veux pas entendre ça. Elena, tu en as assez dit. Va voir l'officier. Elle s'est dirigée vers le sergent Moral, appelant et traînant. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans, au cours de la dernière heure. Carla s'est approchée de moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle avait vraiment prévu de te blesser? Oui. Oh, mon Dieu. Roberto, je n'arrive pas à y croire. Vous aviez l'air si normaux. J'ai ri, sans aucune joie. Ouais, c'est ce que je croyais, moi aussi. Enrique nous a rejoints. Tu as besoin de quelque chose, mon pote? De l'eau? Tu veux t'asseoir? Je vais bien. Je veux juste que ça se termine. Mais, ça n'allait pas se terminer de sitôt. Je pouvais le voir à la façon dont le sergent Moral parlait à Elena, à la façon dont elle secouait la tête, et à la façon dont il pointait du doigt les restes de la montre. Ces restes qui se trouvaient toujours sur le sol,
dans un sac à preuve que l'autre officier avait collecté. 20 minutes ont passé. Puis 30. Les invités ont commencé à partir. Certains ont fait leurs adieux avec des étreintes maladroites. D'autres se sont simplement éclipsés, en silence. Personne ne savait quoi dire. Que dit-on à une fête d'anniversaire de mariage, qui se termine par une tentative de meurtre déjoué? Finalement, le sergent Moral est revenu vers moi. Elena est restée en arrière, maintenant assise sur une chaise, avec l'autre officier à ses côtés. Monsieur Mendez, votre femme a avoué avoir trafiqué la montre, avec l'intention de vous causer du tort, a déclaré le sergent. Cela constitue une tentative de voie de fait grave. Nous allons devoir l'arrêter. Les mots sont restés suspendus en l'air. L'arrêter? Ma femme allait être arrêtée. Et qu'est-ce qu'il se passe, maintenant, ai-je demandé. Vous devrez porter plainte officiellement, si vous souhaitez engager des poursuites. De plus, Monsieur Rodrigo Vega, le frère de votre femme, peut porter plainte pour avoir été la victime directe de l'agression. Savez-vous dans quel hôpital ils l'ont emmené? Non, ils sont partis il y a environ 40 minutes. Je vais me renseigner. En attendant, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter à votre déclaration? J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Aux signes que j'avais ignorés. Au moment où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, tout en me convainquant que j'exagérais. À la façon dont mon instinct m'avait sauvé la vie. Juste une chose, ai-je dit. Je veux que ce soit consigné dans le rapport. Si j'avais porté cette montre, comme elle le voulait, c'est moi qui serais à l'hôpital en ce moment. Ou pire. Le sergent a hoché la tête. Ce sera noté dans le rapport. Il s'est éloigné pour parler avec son partenaire. Je les ai vus se diriger vers Elena. Elle les a regardés approcher, comme si elle assistait à sa propre exécution. L'officier le plus jeune a sorti une paire de menottes. Madame Elena Vega de Mendez, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de voie de fait grave. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous, devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Comprenez-vous vos droits? Elena a hoché la tête, sans prononcer un mot. Les larmes ont recommencé à couler sur son visage, lorsque l'officier lui a passé les menottes au poignet. Elle m'a regardé une dernière fois. Roberto, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Les officiers l'ont conduite vers la sortie. Elle marchait, la tête baissée. Quelques-uns des derniers invités présents l'ont regardé passer. Leurs chuchotements ont rempli le silence. Tu as vu ça? Je n'arrive pas à y croire. Le pauvre homme. Et dire qu'ils avaient l'air si heureux. Les portes se sont refermées derrière eux. Et soudainement, je me suis retrouvé seul, dans la salle vide. Eh bien, presque vide. Carla et Enrique étaient toujours là, et me regardaient avec inquiétude. Nous n'allons pas te laisser seul, a dit Carla, en s'approchant. Viens chez nous. Tu pourras y passer la nuit. Non, je dois aller à l'hôpital. Je dois voir comment va Rodrigo. Alors nous t'y emmenons, a répondu Enrique. Tu ne devrais pas conduire dans cet état. Il avait raison. Mes mains tremblaient. Mon esprit était un chaos d'émotions contradictoires. La rage, la trahison, le soulagement d'avoir échappé au pire, et la culpabilité, parce que Rodrigo, lui, n'y avait pas échappé. Nous avons quitté la salle, laissant derrière nous les décorations, les tables avec la nourriture intacte, les coupes de champagne. Une fête d'anniversaire transformée en scène de crime. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est fait en silence. Enrique conduisait. Carla était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre. J'étais à l'arrière, observant les lumières de la ville défiler, comme des taches floues. Comment en étions-nous arrivés là? À quel moment mon mariage était-il devenu ça? 12 ans. 12 ans à penser que je connaissais la personne qui dormait à mes côtés. 12 ans à croire que nous partagions une vie. Et il s'avère que, pendant tout ce temps, elle se noyait sous des dettes secrètes, planifiant de me faire du mal, et utilisant ma confiance comme une arme. Nous sommes arrivés à l'hôpital général. Les lumières fluorescentes de la zone des urgences me faisaient mal aux yeux.
L'odeur de désinfectant me retournait l'estomac. Je me suis dirigé vers la réception. Je cherche Rodrigo Vega. Il a été amené il y a environ 1 heure, pour une réaction allergique sévère. La réceptionniste a vérifié sur son ordinateur. Oui, il est en salle d'observation. Êtes-vous de la famille? Je suis son beau-frère. Elle m'a donné un badge de visiteur, et m'a indiqué le chemin. J'ai marché dans les couloirs blancs, suivant les panneaux, jusqu'à atteindre une salle avec plusieurs lits séparés par des rideaux. J'ai trouvé Rodrigo dans le 3e lit. Il était réveillé, branché à une perfusion intraveineuse. Son poignet était bandé. Son visage semblait encore gonflé, mais beaucoup moins qu'auparavant. Il pouvait désormais ouvrir les yeux complètement. Quand il m'a vu entrer, il a essayé de sourire. Beau-frère. Sacrée fête, hein? Je me suis assis sur la chaise, à côté de son lit. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquez-vous à quelqu'un que votre femme a failli le tuer par accident, alors qu'elle essayait de vous tuer, vous? Rodrigo, je ne sais même pas par où commencer. Il a levé sa main valide, pour m'arrêter. La police m'a déjà tout expliqué. Ou, du moins, l'essentiel. Ma sœur est une psychopathe, apparemment. Je ne sais pas si c'est une psychopathe, mais c'est certainement une femme désespérée, qui a pris de terribles décisions. Rodrigo a laissé échapper un rire amer, qui s'est terminé par une toux. De terribles décisions. Quelle façon élégante de dire qu'elle a essayé de t'empoisonner, et qu'elle a fini par m'empoisonner, moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Rodrigo. Si j'avais su. Tu n'avais aucun moyen de le savoir. C'est moi l'idiot, qui ai pris la montre sans demander. Je croyais que tu avais oublié de la mettre. Je pensais te rendre service. Je me suis frotté le visage avec les mains. L'épuisement émotionnel commençait à me frapper. Comment tu te sens? Comme si j'avais été écrasé par un camion. Le médecin dit que j'ai fait une réaction anaphylactique sévère. Que, si l'épinéphrine était arrivée 5 minutes plus tard, j'aurais pu mourir d'un arrêt respiratoire. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. 5 minutes. La différence entre la vie et la mort de Rodrigo, s'était jouée à 5 minutes. Les médecins ont analysé le bracelet de la montre, a poursuivi Rodrigo. Ils ont trouvé une très forte concentration de sel de nickel, mélangée à un polymère adhésif. Apparemment, Elena a fait des recherches pour savoir comment maximiser l'absorption cutanée. La chaleur corporelle et la sueur devaient activer la réaction. Plus tu la portais longtemps, pire seraient les dégâts. Oh, mon Dieu. Eh oui. Ma sœur est devenue chimiste amatrice, pour essayer de ruiner ta vie, et a failli me tuer dans la foulée. Es-tu en colère contre elle? Rodrigo m'a regardé, avec ses yeux qui avaient toujours une teinte rougeâtre, à cause du gonflement. En colère? Roberto, je suis furieux. Mais je suis aussi dévasté. C'est ma sœur. La petite fille avec qui j'ai grandi. Celle qui prenait soin de moi, quand nos parents étaient au travail. Celle qui me défendait à l'école. Et maintenant. Maintenant. C'est cette personne qui a planifié de blesser quelqu'un, pour de l'argent. Je ne sais pas comment digérer ça. Je ne sais pas non plus comment le digérer. Et moi, j'ai été marié avec elle pendant 12 ans. Nous sommes restés silencieux un instant. Tout ce que l'on pouvait entendre, c'était le bip régulier des machines surveillant ses signes vitaux, et les conversations lointaines des infirmières, dans le couloir. « Vas-tu porter plainte ?» a demandé Rodrigo. La police m'a dit que je le pouvais. Tentative de voie de fait grave. Et toi, le feras-tu? Rodrigo a soupiré. Je ne sais pas techniquement, je suis la victime directe. C'est moi qui ai subi les dommages physiques. Mais c'est ma sœur. Comment pourrais-je lui faire ça? Rodrigo, elle a failli te tuer. Je sais. Crois-moi, je le sais. À chaque fois que je respire, je ressens encore une pression dans ma poitrine. À chaque fois que je regarde mon poignet bandé, je me rappelle la douleur. Mais ça reste ma sœur. Je comprenais son conflit intérieur. C'était le même conflit que je ressentais. 12 ans, ça ne s'efface pas facilement. 12 ans de souvenirs, de moments partagés, d'une vie construite à deux. Comment réconcilier tout cela avec la trahison?
Une infirmière est entrée, pour vérifier la perfusion de Rodrigo. Comment vous sentez-vous, monsieur Vega? Mieux. Ma peau brûle encore, mais je peux respirer sans problème. C'est bon signe. Le docteur Fernanda viendra d'ici peu, pour vous évaluer à nouveau. Si tout va bien, vous pourrez probablement rentrer chez vous tôt demain, bien que vous devrez revenir pour soigner vos plaies et pour le suivi. L'infirmière est repartie. Rodrigo a ajusté sa position dans le lit, avec précaution. Tu sais quelle est la partie la plus ironique dans tout ça, m'a-t-il dit. Il y a 3 mois, Elena m'a demandé de lui prêter 50 000 €. Elle m'a dit que c'était pour refaire la cuisine, que tu ne voulais pas dépenser d'argent pour ça, mais qu'elle en avait vraiment envie. Je lui ai donné l'argent, sans hésiter. Quoi? Oui. Maintenant, je comprends que c'était probablement pour payer un créancier, ou pour acheter le matériel pour cette montre empoisonnée. Qui sait? Le fait est que, si elle m'avait dit la vérité sur ses dettes, je l'aurais aidée. Nos parents l'auraient aidée. Au lieu de ça, elle a décidé d'échafauder ce plan. Elle a dit qu'elle se sentait prise au piège, que je contrôlais tout l'argent, qu'elle ne pouvait pas me demander de l'aide. Et c'était vrai? Est-ce que tu la contrôlais financièrement? La question m'a pris au dépourvu. Je ne crois pas. Nous avions des comptes séparés, et un compte commun. Elle avait accès à la carte de crédit partagée. Je ne lui ai jamais refusé d'argent, pour des dépenses raisonnables. Mais je vérifiais les relevés de compte, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Alors? Ce n'était peut-être pas du contrôle. C'était peut-être de la responsabilité. Ou peut-être un peu des deux. Peut-être étais-je plus strict que je ne le pensais, et elle a senti qu'elle ne pouvait pas m'en parler. Je ne sais pas Rodrigo, je ne sais plus rien. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Carla, me demandant si ça allait. J'ai répondu que oui, que j'étais avec Rodrigo, et que nous nous verrions plus tard. Tes amis sont là, a demandé Rodrigo. Oui, c'est eux qui m'ont amené. Je n'étais pas en état de conduire. De bons amis. Les meilleurs. Rodrigo a fermé les yeux, un instant. Il semblait épuisé. Je peux te poser une question? Bien sûr. À un moment quelconque de cette semaine, quand Elena insistait tant au sujet de la montre, as-tu pensé qu'elle voulait te faire du mal? Je l'ai pensé. Je l'ai vraiment pensé. Enfin, pas exactement. Je pensais que quelque chose clochait, que son comportement était étrange, mais je n'ai jamais imaginé ça. Je suppose que je me disais qu'elle avait peut-être une liaison. Et que la montre faisait partie d'un plan pour que je sois beau sur des photos, ou un truc du genre. Ou alors, qu'elle se montrait contrôlante d'une nouvelle façon. Mais une tentative de meurtre? Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et qu'est-ce qui t'a poussé à décider de ne pas la mettre? L'instinct pur. Ce matin-là, quand j'étais sur le point de l'enfiler, quelque chose dans mon ventre m'a dit de ne pas le faire. Ce n'était pas rationnel. C'était viscéral. Comme lorsque tu sais que tu ne devrais pas entrer dans un endroit, mais que tu ignores pourquoi. Ton instinct t'a sauvé la vie. Oui. Et il a mis la tienne en danger. Si j'avais porté la montre comme je le devais. Ne fais pas ça, m'a interrompu Rodrigo. Ne t'en veux pas pour ma décision de la prendre. Je suis un adulte. J'ai vu une montre. Je l'ai empruntée. Les conséquences relèvent de la responsabilité d'Elena, pas de la tienne. J'ai hoché la tête, bien que la culpabilité soit toujours là, lourde dans ma poitrine. Le docteur Fernanda est entré à ce moment-là. C'était une femme dans la quarantaine, les cheveux attachés en arrière, avec une expression sérieuse mais bienveillante. Monsieur Vega, je vois que vous êtes réveillé et que vous parlez. C'est excellent. Puis-je examiner votre poignet? Rodrigo a tendu le bras. Le médecin a retiré le pansement avec précaution. La peau, en dessous, était rouge, avec des marques ressemblant à des brûlures chimiques. Certaines zones présentaient des croûtes, là où les cloques avaient éclaté. Ça guérit bien, compte tenu de la sévérité de l'exposition. Je vais vous prescrire une crème à base de corticostéroïdes et d'antibiotiques, pour prévenir l'infection. Également, des antihistaminiques pour réduire l'inflammation globale. Ne vous grattez surtout pas. Même si ça démange. Ça ne fera qu'aggraver les cicatrices.
Des cicatrices, a demandé Rodrigo. Il est probable qu'il reste quelques marques permanentes. La réaction a été très agressive. Le nickel, dans une telle concentration, a provoqué une nécrose superficielle à certains endroits. Mais, avec un traitement approprié, elle devrait s'estomper avec le temps. Rodrigo a regardé son poignet. Super. Un rappel permanent de la fois où ma sœur a essayé de tuer mon beau-frère, et m'a eu au passage. Le médecin n'a rien dit, mais son expression a montré qu'elle avait déjà été mise au courant des circonstances. Je veux que vous reveniez dans 3 jours pour un contrôle, a poursuivi le médecin. Si vous remarquez le moindre signe d'infection, une rougeur qui s'étend, du pus, de la fièvre, venez immédiatement aux urgences. Compris. C'est noté. Le médecin s'est tourné vers moi. Êtes-vous le mari de la personne qui a trafiqué l'objet? La question m'a déstabilisé. Oui. Je suis Roberto. Les inspecteurs voudront vous parler, à vous aussi. Ils ont laissé leur carte à la réception. C'est désormais une enquête criminelle active. Je sais. J'ai déjà parlé à la police sur les lieux. Bien. Prenez soin de vous. Et vous, monsieur Vega, reposez-vous. Votre corps vient de subir un traumatisme sévère. Elle est partie, nous laissant à nouveau seuls. Une enquête criminelle active, a répété Rodrigo. Ma sœur va aller en prison, n'est-ce pas? Probablement. Selon si nous portons plainte ou non. Selon ce qu'elle plaidera. Plein de choses. Veux-tu qu'elle aille en prison? Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait que justice soit faite. Je voulais qu'elle paie pour ce qu'elle avait fait. Pour la trahison, pour le danger, pour avoir failli tuer son propre frère. Mais une autre partie de moi, la partie qui se souvenait encore des 12 années de rire, des scènes de ménage, et des films sur le canapé. Cette partie-là ne voulait pas la voir détruite. Je ne sais pas, ai-je finalement admis. Je ne sais pas ce que je veux. J'ai quitté l'hôpital vers 23 heures. Carla et Enrique m'attendaient dans la salle d'attente. Ils se sont levés dès qu'ils m'ont vu. Comment va Rodrigo? A demandé Carla. Mieux. Il aura des cicatrices, mais il s'en sortira. Il le laisse sortir demain. Et toi, comment vas-tu? A demandé Enrique. Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai l'impression d'être dans un film. Comme si ça ne pouvait pas être réel. C'est compréhensible. Tu veux qu'on te ramène chez toi? Chez moi? La maison que je partageais avec Elena? La maison où elle avait planifié tout ça. Cette maison qui ne ressemblait plus du tout à un foyer. Je ne veux pas encore y aller. Pouvez-vous m'emmener dans un hôtel? N'y pense même pas, a dit Carla, en me prenant le bras. Tu viens chez nous. Nous avons une chambre d'amis. Tu ne vas pas rester seul, ce soir. Je n'avais pas l'énergie de discuter. J'ai hoché la tête, et je les ai suivis jusqu'au parking. Le trajet s'est à nouveau fait en silence. J'ai regardé par la fenêtre, observant la ville la nuit. Des couples se promenant main dans la main, des familles sortant de restaurants. Des gens vivant des vies normales, pendant que la mienne tombait en morceaux. Nous sommes arrivés chez Carla et Enrique. Une maison chaleureuse, dans un quartier calme. Nous sommes entrés, et Carla est immédiatement allée préparer la chambre d'amis, pendant qu'Enrique me servait un whisky. Tiens. Tu en as besoin. Merci. Je me suis assis sur le canapé, et j'ai pris une longue gorgée. Le liquide m'a brûlé la gorge, et ça a fait du bien. Ça m'a rappelé que j'étais toujours en vie, que je pouvais encore ressentir quelque chose. Enrique s'est assis en face de moi. As-tu besoin de parler, ou préfères-tu le silence? Je ne sais pas ce dont j'ai besoin. C'est très bien. Quoi qu'il te faille, nous sommes là. Carla est revenue avec des draps propres. La chambre est prête. As-tu faim? Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, je ne pourrai rien avaler pour le moment. Au moins un peu d'eau. Tu dois t'hydrater. Elle m'a apporté un grand verre d'eau. Je l'ai bu d'un trait, sans réaliser à quel point j'avais soif. Qu'a dit la police? Que va-t-il se passer maintenant? A demandé Carla, en s'asseyant à côté de moi. Ils ont arrêté Elena. Elle est en garde à vue. Demain, ou après-demain, il y aura une audience.
Tout dépend de si Rodrigo et moi déposons une plainte officielle. Y a-t-il le moindre doute que tu doives le faire, a demandé Enrique. Elle a essayé de t'empoisonner. Elle a failli tuer son propre frère. Je sais. Mais c'est compliqué. Compliqué, Roberto? Elle aurait pu te tuer. Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. 12 ans, Enrique. 12 ans de mariage. Je ne peux pas juste éteindre ça, comme on éteint un interrupteur. Carla a posé sa main sur la mienne. Personne n'attend ça de toi. Mais tu ne peux pas non plus laisser la culpabilité ou la nostalgie t'empêcher de faire ce qui est juste. Elena a fait des choix terribles, et ces choix ont des conséquences. Elle a dit qu'elle se sentait prise au piège, que je la contrôlais. Et ça justifie d'essayer de te rendre invalide pour l'argent de l'assurance, a demandé Enrique. Roberto, écoute-toi. Tu cherches des raisons pour l'excuser. Je ne l'excuse pas. J'essaie juste de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Vous en êtes arrivés là, parce qu'elle a choisi de mentir, au lieu de demander de l'aide. Elle a choisi de te blesser, au lieu d'être honnête. C'est ça la réalité. Je savais qu'Enrique avait raison. Je le savais dans ma tête, mais mon cœur était encore en train de digérer la trahison. Je n'arrivais toujours pas à accepter pleinement que la femme avec qui j'avais partagé ma vie avait voulu me détruire. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Allô, monsieur Roberto Mendez? C'était une voix féminine, très professionnelle. Oui, c'est moi. Je suis l'agent Teresa Ruiz, de la division des enquêtes criminelles. J'ai besoin que vous veniez au poste demain, pour une déposition officielle. Pouvez-vous être là à 10 heures du matin? Oui, c'est possible. Excellent. Apportez tout document relatif à l'assurance vie que vous avez mentionné. Nous aurons également besoin d'accéder à vos comptes bancaires et cartes de crédit, pour vérifier les dettes de votre femme. Je peux vous demander ce qu'il va advenir d'Elena. Il y a eu une pause. Elle est en garde à vue. Elle sera présentée au juge demain. Le procureur envisage plusieurs chefs d'inculpation, dont la tentative de meurtre aggravé, en fonction des résultats complets de l'analyse toxicologique. Tentative de meurtre. Ces mots sonnaient avec une telle gravité, une telle finalité. Que risque-t-elle, comme peine? Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, on pourrait parler de 10 à 20 ans. Mais cela dépendra du procureur, et de si elle accepte un accord de plaidoyer. 20 ans. Elena pourrait passer 20 ans en prison. Je comprends. Je serai là demain à 10 heures. Merci, monsieur Mendez. Passez une bonne nuit. J'ai raccroché, et j'ai regardé Carla et Enrique. Tentative de meurtre aggravé. Jusqu'à 20 ans de prison. Oh, mon Dieu, a murmuré Carla. C'est elle qui a fait ça, Roberto, a dit Enrique. Elle a choisi cette voie. Je sais. Mais le savoir ne rend pas la chose moins douloureuse pour autant. J'ai fini mon whisky d'une traite. La chaleur de l'alcool s'est répandue dans mon corps, mais n'a pas réussi à réchauffer le froid que je ressentais à l'intérieur. Tu devrais te reposer, a dit Carla. Ça a été une journée horrible. Tu as besoin de dormir. Je ne crois pas que je pourrai dormir. Essaie, au moins. La chambre est prête. Il y a des vêtements propres d'Enrique. Tu peux prendre des serviettes dans la salle de bain. Tout ce dont tu as besoin. Je me suis levé du canapé. Mes jambes pesaient une tonne. Merci pour tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. C'est à ça que servent les amis, a répondu Enrique, en me serrant dans ses bras. Nous serons là, aussi longtemps que tu en auras besoin. Je suis monté dans la chambre d'amis. Elle était petite, mais douillette. Un lit propre, des rideaux clairs, une lampe sur la table de nuit. Je me suis assis sur le lit, et j'ai enlevé mes chaussures. Mon costume sentait encore l'eau de Cologne que j'avais acheté spécialement pour ce soir. Une nuit qui était censée être une célébration. 12 ans ensemble. Et maintenant, tout s'était terminé de la pire des manières possibles. Je me suis changé pour mettre les vêtements que Carla m'avait laissés. Je me suis glissé sous les couvertures. J'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, tout semblait plus lourd. Les pensées arrivaient par vagues. Des souvenirs d'Elena souriante, d'Elena riant,
d'Elena dormant à mes côtés. Toutes ces images étaient maintenant entachées par ce qu'elle avait fait. À quel moment était-elle devenue quelqu'un de capable de ça? Ou avait-elle toujours été comme ça? Et je ne l'avais simplement pas vue. Combien d'autres mensonges y avait-il? Combien d'autres dettes? Combien d'autres secrets? Mon téléphone a vibré. Un autre message. Cette fois-ci, d'un numéro que je reconnaissais. Les parents d'Elena. Roberto, nous avons appris ce qu'il s'est passé. Nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes dévastés. Et Rodrigo, comment va-t-il? Est-ce que tu vas bien? Il faut que l'on se parle. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi leur dire. Comment annoncez-vous aux parents de votre femme que leur fille a essayé de vous tuer? Un autre message est arrivé. Celui-ci venait de ma mère. Mon fils, Carla m'a tout raconté. J'arrive demain, par le premier vol. Ne reste pas seul. Je t'aime. Au moins, j'avais ça. J'avais des gens qui m'aimaient. Des gens qui ne m'avaient pas trahi. J'ai fermé les yeux, en essayant de dormir. Mais à chaque fois que je le faisais, je revoyais le visage d'Elena, quand elle a vu Rodrigo avec la montre. Ce moment de panique absolue. Ce moment où elle a réalisé que son plan avait terriblement mal tourné. Avait-elle peur pour son frère, ou avait-elle juste peur de se faire prendre? M'avait-elle déjà vraiment aimé, ou n'étais-je qu'un moyen de parvenir à ses fins? Les questions me rongeaient. Je me suis tourné et retourné dans le lit, regardant l'horloge toutes les quelques minutes. Minuit. 1 heure du matin. 2 heures du matin. Finalement, vers 3 heures, l'épuisement l'a emporté. Je me suis endormi, et j'ai rêvé de montres. Des milliers de montres, qui faisaient tout tic-tac à des rythmes différents. Qui sonnaient tout en même temps. Et au milieu d'elles toutes, Elena souriante, me demandant encore et encore, vas-tu porter la montre? Vas-tu porter la montre? Je me suis réveillé en sursaut, à 6 heures du matin, en sueur. Le cœur battant à tout rompre. La lumière de l'aube filtrait par la fenêtre. C'était dimanche. Le lendemain de ce qui aurait dû être la plus belle nuit de notre anniversaire. Et au lieu de cela, c'était le jour où j'allais devoir décider, si j'envoyais ma femme en prison. Je me suis levé, j'ai pris une longue douche avec une eau presque brûlante, comme si je pouvais nettoyer tout ce qui s'était passé. Comme si je pouvais remonter le temps. Mais je ne pouvais pas. Le temps ne fait qu'avancer, et je devais avancer avec lui. Je suis descendu. Carla était déjà réveillée, et préparait du café. Bonjour. As-tu réussi à dormir? Un peu. J'ai fait du café fort, et il y a du pain pour faire des toasts. Si tu veux juste du café, c'est très bien aussi. Elle m'a servi une tasse. Je l'ai pris noir. Sans sucre. J'avais besoin du coup de fouet de la caféine. À quelle heure dois-tu aller au poste? À 10 heures. Enrique peut t'y déposer, si tu veux. J'apprécierais. Nous sommes restés assis en silence un instant, buvant notre café, regardant le soleil finir de se lever. Sais-tu déjà ce que tu vas faire? A demandé doucement Carla. Non. Mais je suppose que je vais devoir me décider bientôt. Je suis arrivé au poste de police à 10 heures pile. Enrique m'a déposé à l'entrée, avec une table de soutien sur l'épaule, et la promesse de m'attendre dehors. L'agent Teresa Ruiz m'a accueilli dans le hall. C'était une femme d'environ 35 ans, aux cheveux courts, au regard perçant. Le genre de personne à qui aucun détail n'échappe. Monsieur Mendez, merci d'être venu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Elle m'a guidé le long d'un grand couloir, jusqu'à une salle d'interrogatoire, ou du moins, ça y ressemblait fortement. Des murs gris, une table en métal, un dictaphone dans un coin. Asseyez-vous. Voulez-vous de l'eau ou du café? De l'eau, ça ira. Elle est sortie, et est revenue avec une bouteille d'eau. Elle s'est assise en face de moi, et a ouvert un dossier rempli de documents. Je vais enregistrer cette conversation, pour le procès-verbal. Êtes-vous d'accord? Oui. Elle a appuyé sur un bouton du dictaphone. Dimanche 3 février, 10h05. Monsieur Roberto Mendez est présent pour une déposition officielle concernant l'affaire numéro 2457. Monsieur Mendez, pouvez-vous confirmer votre lien avec l'accusé?
Elena Vega Mendez. C'est ma femme. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Et pouvez-vous décrire les événements qui ont conduit à l'incident d'hier soir? J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai commencé à raconter toute l'histoire depuis le début. Depuis le cadeau de la montre, jusqu'aux questions étranges d'Elena. De ma décision de ne pas la porter, jusqu'au moment où Rodrigo est entré dans la pièce avec la montre au poignet. Chaque détail, chaque conversation, chaque pressentiment que quelque chose clochait. L'agent Ruiz prenait des notes, tout en m'écoutant. De temps à autre, elle m'interrompait pour poser des questions spécifiques. À un moment quelconque de cette semaine, Elena a-t-elle fait explicitement mention de l'assurance vie? Pas directement. Mais il y a 3 mois, elle m'a demandé de signer des papiers. Elle a dit que c'était une mise à jour de notre assurance. Je lui ai fait confiance, et j'ai signé sans les lire entièrement. Maintenant, je comprends qu'elle a probablement augmenté la couverture invalidité. Nous allons avoir besoin de copies de cette police d'assurance. Je peux vous les procurer. Elena avait-elle accès à vos comptes bancaires? Nous avions des comptes séparés, et un compte commun. Elle avait une carte de débit pour le compte commun. J'y déposais de l'argent tous les mois, pour les dépenses de la maison. Combien? 2000 € par mois. Et elle n'a jamais fait mention de problèmes financiers? Jamais. Si elle en avait, elle les cachait à la perfection. L'agent Ruiz a sorti plusieurs papiers de son dossier, et les a fait glisser vers moi. C'étaient des relevés bancaires, et des cartes de crédit au nom d'Elena, que je n'avais jamais vues de ma vie. Nous avons trouvé ceci lors de l'enquête préliminaire. 5 cartes de crédit différentes, tout au plafond. La dette totale s'élève à 214 000 €. J'ai regardé les chiffres, les dates, les frais. Des vêtements, des restaurants, des spas, des voyages que nous n'avons jamais faits ensemble. De l'argent dépensé pour des choses que je n'ai jamais vues. Comment était-il possible qu'elle ait accumulé autant, sans que je m'en aperçoive? Les cartes sont uniquement à son nom. Les relevés allaient à une boîte postale, qu'elle a louée spécifiquement pour ça. C'était très délibéré, monsieur Mendez. Elle s'est assurée que vous n'aviez aucun moyen de le découvrir. Je me sentais comme un idiot. Comment n'avais-je rien remarqué? Comment avais-je pu vivre avec quelqu'un pendant 12 ans, sans voir les signes? Nous avons également trouvé ceci dans son historique de recherche. L'agent Ruiz m'a montré des captures d'écran de son ordinateur. Des recherches Google. Comment aggraver une réaction allergique au nickel? Symptômes d'un empoisonnement aux métaux. Temps d'absorption cutanée des sels métalliques. Police d'assurance vie couvrant l'invalidité permanente. C'était vrai. Tout était vrai. Elena avait fait des recherches, planifié, et calculé le moindre détail. Les recherches ont commencé il y a 4 mois, a poursuivi l'agent. Juste après que vous ayez signé les documents d'augmentation de l'assurance. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était prémédité. À quel point est-ce grave, sur le plan juridique? Très grave. Le procureur envisage de multiples chefs d'accusation. Tentative de meurtre aggravé, fraude à l'assurance, administration d'une substance nocive avec intention de nuire, voie de fait grave contre son frère. Si elle est reconnue coupable de tout. Nous parlons facilement de 15 à 25 ans de prison. 25 ans. Elena aurait 70 ans à sa sortie. Et si elle accepte un accord de plaidoyer? Cela dépend de ce qu'elle est prête à admettre, et si vous, en tant que victime, êtes prêt à accepter un tel accord. Mais même dans le meilleur des cas pour elle, on parle d'un minimum de 5 à 7 ans. A-t-elle dit quelque chose? A-t-elle plaidé? Son avocat lui a conseillé de ne pas parler. Mais, à l'audience de ce matin, elle a plaidé non coupable. Non coupable? Mais elle a tout avoué, hier soir. Les aveux faits sous le coup du stress émotionnel, c'est compliqué. Son avocat peut faire valoir qu'elle était en état de choc. Qu'elle n'a pas compris ses droits. Qu'elle a été contrainte. C'est pourquoi nous avons besoin de votre déposition officielle. Et nous avons besoin de savoir si vous allez porter plainte. C'était la question que j'évitais. Que se passe-t-il, si je ne porte pas plainte? L'État peut toujours poursuivre, sur la base des accusations de Rodrigo Vega, qui a été directement blessé. Mais votre témoignage, en tant que victime visée, rendrait le dossier beaucoup plus solide. Sans vous?
L'avocat d'Elena peut plaider l'accident. Qu'elle n'avait aucune intention de blesser son frère. Que la montre était juste un cadeau mal fabriqué, sans aucune intention criminelle. Mais nous avons son historique de recherche, les cartes de crédit, l'assurance. Ce sont des preuves circonstancielles. Un bon avocat peut instiller un doute raisonnable. Ils peuvent dire qu'elle faisait des recherches par simple curiosité. Que les dettes ne prouvent pas l'intention criminelle. Que l'assurance était une décision financière tout à fait normale. Sans votre témoignage. Affirmant qu'elle a avoué que la montre vous était spécifiquement destinée, le dossier s'affaiblit. J'ai fermé les yeux, et j'ai pris une grande inspiration. Je sentais le poids de la décision m'écraser. Puis-je y réfléchir? Vous avez 24 heures. Passé ce délai, le procureur a besoin d'une réponse pour procéder à une mise en accusation formelle. Je comprends. Il y a autre chose que vous devez savoir. L'agent Ruiz a sorti un autre document. Nous avons trouvé des emails, entre Elena et un homme nommé Arturo Delgado. Des messages qui suggèrent une relation amoureuse. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Une liaison. Les messages sont ambigus. Mais il y a des références à des projets futurs. À quand tout cela sera fini? Au fait de recommencer à zéro. Il était au courant du plan? Nous enquêtons toujours, mais il est possible qu'il l'ait été. Ou, du moins, il savait qu'elle voulait sortir de son mariage, et qu'elle avait besoin d'argent pour le faire. Une liaison, par-dessus le marché. Il y avait une autre personne. Quelqu'un d'autre qui savait. Quelqu'un qui, peut-être, l'a encouragé. Qui l'a peut-être aidé. Qui est-ce? Un collègue de travail d'Elena. Il travaille dans la même entreprise. 32 ans, célibataire. Nous sommes déjà à sa recherche pour l'interroger. Oh, mon Dieu. Je suis désolé, monsieur Mendez. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Beaucoup? C'était un putain de tsunami d'informations. Chaque révélation était pire que la précédente. Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Pas pour le moment. Mais l'enquête est en cours. Si nous trouvons autre chose, nous vous contacterons. Elle s'est levée. J'ai fait de même, bien que mes jambes me portaient à peine. Encore une chose, a ajouté l'agent Ruiz, avant que je ne parte. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Elena n'a pas commis une erreur. Elle n'a pas agi sur une impulsion. Cela a été calculé, planifié, exécuté avec une précision redoutable. Si vous aviez porté cette montre, vous pourriez être à l'hôpital en ce moment. Ou pire. Ne laissez pas la culpabilité ou la nostalgie vous aveugler. Je sais de quoi je parle, vraiment. Parce que j'ai vu de nombreux cas comme celui-ci. Des victimes qui protègent leurs agresseurs, parce qu'elles ne peuvent pas accepter que quelqu'un qu'elles ont aimé ait pu les blesser intentionnellement. Ne soyez pas l'une de ces victimes, monsieur Mendez. J'ai quitté le poste avec l'impression que le monde tournait autour de moi. Enrique m'a vu, et a accouru. Comment ça s'est passé? Ça va? Non. Ça ne va pas du tout, Enrique. Il y avait quelqu'un d'autre. Elena avait une liaison. Quoi? Je lui ai tout raconté, pendant que nous marchions vers la voiture. Les emails. Arturo Delgado. Les projets de refaire sa vie. 7. A commencé Enrique, mais il s'est arrêté net. Je suis désolé. Je sais que c'est toujours ta femme. Plus maintenant. Je ne sais plus qui est cette personne. L'Elena que j'ai connue n'aurait jamais fait ça. Ou, peut-être que si. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connue. Nous sommes montés dans la voiture. Enrique a conduit en silence, pendant un moment. Vas-tu porter plainte, a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas. L'agent Ruiz dit que, sans mon témoignage, le dossier s'affaiblit. Que Elena pourrait obtenir une peine plus légère, ou même être déclarée non coupable. Et tu laisserais ça arriver. Je ne veux pas être responsable d'envoyer quelqu'un en prison pendant 25 ans. Elle voulait bien être responsable de te rendre invalide à vie, ou de te tuer. Ne mélange pas tout, Roberto. Si cette montre avait fait ce qu'elle escomptait, tu ne serais pas là en train d'avoir cette conversation. Il avait raison. Je le savais.
Malgré tout, j'ai besoin de parler à Rodrigo. J'ai besoin de savoir ce qu'il va faire. Alors, allons à l'hôpital. Rodrigo recevait son autorisation de sortie, lorsque nous sommes arrivés. Une infirmière lui expliquait comment appliquer la crème sur son poignet, tandis qu'il hochait la tête d'un air distrait. Quand il m'a vu entrer, son expression s'est un peu éclairée. Beau-frère. Pile à l'heure. Il me laisse partir. Comment tu te sens? Comme si j'avais été percuté par un train. Mais mieux qu'hier soir. L'infirmière a terminé ses instructions, et est sortie. Rodrigo a enfilé sa chemise prudemment, en évitant de trop bouger son bras blessé. Je dois te parler, ai-je dit. Moi aussi. Tu veux qu'on aille quelque part, où on parle ici? Ici, c'est très bien. Enrique s'est excusé, et est sorti pour nous laisser un peu d'intimité. Rodrigo s'est assis sur le lit d'hôpital, et je me suis assis sur la chaise d'à côté. Je suis allé au poste de police ce matin. J'ai commencé à faire ma déposition officielle. L'agent en charge m'a montré beaucoup de choses. Les relevés des cartes qu'Elena cachait. L'historique de ses recherches sur Internet pour planifier tout ça. Et autre chose. Quoi d'autre? Elena avait une liaison avec un type nommé Arturo Delgado. Il y a des emails entre eux, qui parlent de projets futurs. Du fait de recommencer à zéro, quand tout serait terminé. Rodrigo a gardé le silence un instant, puis a laissé échapper un rire amer. Bien sûr qu'il y avait un autre gars. Bien sûr. Parce qu'empoisonner son mari pour l'argent de l'assurance, ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'il y ait de l'infidélité. Je suis désolé. Je sais que c'est ta sœur. Ma sœur a cessé d'exister pour moi, au moment même où j'ai vu ce qu'elle a fait à mon poignet. Ce qu'elle m'aurait fait subir, s'il ne m'avait pas injecté de l'épinéphrine à temps. Il a regardé son pansement. Sais-tu ce que le médecin m'a dit, ce matin? Que si la réaction avait duré 10 minutes de plus, ma gorge se serait complètement refermée. Je serais mort étouffé. C'est ça la réalité, Roberto. Ta femme, ma sœur, a failli me tuer. Je sais. Alors, pourquoi as-tu l'air si tiraillé à l'idée de porter plainte? Parce que c'était 12 ans de ma vie. Parce que je ne peux pas juste effacer tout ça, comme si ça n'avait jamais existé. Personne ne te demande de l'effacer. On te demande d'accepter ce qui s'est passé, et d'agir en conséquence. Vas-tu porter plainte? Rodrigo m'a regardé droit dans les yeux. C'est déjà fait. Ce matin, j'ai appelé l'agent Ruiz depuis l'hôpital, et je lui ai dit que je voulais qu'Elena affronte toutes les conséquences de ce qu'elle a fait. Tu as déjà décidé. C'était facile de décider, quand je me suis réveillé à 4 heures du matin, incapable de respirer correctement. Quand je me suis regardé dans le miroir, et que j'ai vu que j'étais encore enflé. Quand j'ai changé le pansement? Et que j'ai vu les marques qui resteront probablement avec moi pour toujours. Sa voix s'est un peu brisée. Elle a fait ça, Roberto. Et elle te l'aurait fait à toi, sans le moindre remords. Alors, pourquoi devrions-nous la protéger? Je ne sais pas si c'est pour la protéger. Ou si c'est juste que je ne veux pas être celui qui l'a détruit. Elle s'est détruite toute seule. Toi, tu décides juste si tu vas laisser les conséquences s'abattre, ou non. Je me suis frotté le visage avec les mains. J'étais épuisé. Physiquement et émotionnellement épuisé. L'agent Ruiz dit que, sans mon témoignage, le dossier s'affaiblit. Que Elena pourrait prétendre que c'était un accident, qu'elle n'avait aucune intention criminelle. Et tu vas la laisser s'en tirer comme ça? Je ne sais pas, Rodrigo. Honnêtement, je ne sais pas. Rodrigo s'est levé du lit, s'est approché de moi, et a posé sa main valide sur mon épaule. Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes attentivement. Je t'apprécie. Tu as été un bon beau-frère pendant toutes ces années. Tu m'as toujours traité avec respect. Tu as toujours été bon avec ma famille. Mais, si tu décides de ne pas porter plainte. Si tu décides de protéger Elena après tout ça, je vais perdre tout le respect que j'ai pour toi. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. C'est injuste de faire peser ça sur moi. C'est injuste. Tu sais ce qui est injuste? Que j'ai failli mourir à cause d'un plan qui ne m'était même pas destiné. Que je dois vivre avec ces cicatrices, parce que ma sœur a décidé que l'argent était plus important que la vie de son mari.
C'est ça qui n'est pas juste, Roberto. Tu as raison. Je suis désolé. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu fasses ce qu'il faut. Il a quitté la pièce, me laissant seul avec mes pensées. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. Le ciel était gris. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Roberto, c'est Elena. On m'a laissé passer un coup de fil, et j'ai demandé à un ami de t'envoyer ça. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de tout expliquer. Rien n'était comme il n'y paraissait. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'en supplie, viens me voir. J'ai lu le message 3 fois. Chaque mot me rendait un peu plus furieux. Rien n'était comme il n'y paraissait. Et comment aurait-ce pu être autrement? Elle avait planifié de me blesser. Elle avait fait des recherches sur la façon de s'y prendre. Elle avait caché des dettes. Elle avait une liaison. Quelle partie de tout ça n'était pas comme il n'y paraissait? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Si c'était ça l'amour, je préférais 1000 fois être détesté. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Je suis sorti de la chambre. Enrique était dans le couloir, au téléphone. Quand il m'a vu, il a raccroché. Tout va bien? Non. Rien ne va bien. Mais je crois qu'enfin, je sais ce que je dois faire. Quoi donc? Je vais porter plainte. Je vais témoigner. Je vais m'assurer qu'Elena fasse face à ce qu'elle a fait. Enrique a hoché la tête. Je crois que c'est la bonne décision. Ça ne me semble pas être la bonne. C'est horrible, mais c'est ce qu'il faut faire. J'ai appelé l'agent Ruiz, depuis le parking de l'hôpital. Agent Ruiz, c'est Roberto Mendez. Monsieur Mendez, avez-vous pris votre décision? Oui. Je vais porter plainte. Je veux témoigner. Je veux qu'Elena affronte l'intégralité des conséquences. Entendu. J'informerai le procureur. Il vous contactera pour préparer le dossier. Quand aurait lieu le procès? Cela dépend de beaucoup de facteurs. Si Elena accepte un accord, cela pourrait être l'affaire de quelques semaines. Si cela va jusqu'à un procès complet, on pourrait parler en mois. Et en attendant? Elle restera en détention. Le juge a refusé la libération sous caution ce matin, la considérant comme présentant un risque de fuite, étant donné la tentative de fraude à l'assurance. Très bien. Êtes-vous sûr de vous, monsieur Mendez? Une fois que nous aurons déposé les accusations officielles, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'en suis sûr. Parfait. Je vous enverrai un email avec les prochaines étapes. Et, monsieur Mendez? Oui. Vous prenez la bonne décision. Je sais que ça n'en a pas l'air pour le moment, mais c'est le cas. J'ai raccroché. J'ai pris une grande inspiration. J'ai eu l'impression d'avoir traversé un pont, et d'y avoir mis le feu derrière moi. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Enrique m'a ramené chez lui. Carla m'attendait avec un repas chaud. Il faut que tu manges quelque chose, a-t-elle insisté. Tu n'as rien avalé depuis hier. J'ai essayé de manger, mais tout avait un goût de carton. J'ai réussi à finir la moitié d'un sandwich, avant d'abandonner. As-tu déjà prévenu ta famille, a demandé Carla. Ma mère arrive demain. Mes frères sont déjà au courant. Ils sont tous sous le choc. Et les parents d'Elena? Je ne leur ai pas parlé. Je ne sais pas quoi leur dire. Tu devras bien le faire, un jour. Je sais. Mais pas aujourd'hui. J'en ai eu assez, pour aujourd'hui. Mon téléphone a sonné. C'était l'avocate de l'assurance. Monsieur Mendez, je suis Gail Contrera, la représentante légale de votre compagnie d'assurance. Nous avons été informés de ce qu'il s'est passé. Et je dois vous informer que votre police est en cours d'examen, pour suspicion de fraude. Comprenez-vous? Oui. Nous aurons également besoin d'une copie du rapport de police, et de tout document relatif à l'affaire pénale. Je vous les ferai parvenir. Une dernière chose. Compte tenu de la nature de cet incident, nous vous recommandons d'envisager un divorce immédiat. Tant que vous resterez marié à Madame Elena, elle aura techniquement des droits sur tout versement d'assurance.
Le divorce. Un autre mot que je n'aurais jamais cru s'appliquer à ma vie. Pouvez-vous me recommander un avocat? Je vous enverrai quelques noms par email. Merci. J'ai raccroché, et j'ai regardé Carla et Enrique. Je dois divorcer. Je dois engager un avocat. Je dois témoigner lors d'un procès. Je dois reconstruire toute ma vie. Un pas à la fois, a dit Carla. Tu n'es pas obligé de tout faire aujourd'hui. Quand alors? Demain? Après-demain? À un moment donné, je vais bien devoir faire face à tout ça. Et tu le feras. Mais tu ne seras pas obligé de le faire seul. Elle avait raison. Je n'étais pas seul. J'avais des amis. J'avais ma famille. J'avais des gens qui me soutenaient. Mais malgré cela, au fond de moi, je me sentais complètement seul. Parce que la personne qui était censée être à mes côtés, la personne qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire, s'était avérée être celle qui avait essayé de me détruire. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis. J'ai repensé à toutes les fois où Elena m'avait dit « je t'aime ». Combien de ces fois étaient un mensonge? Quand avait-ce cessé d'être réel? Ou peut-être que ça ne l'avait jamais été. Peut-être avais-je juste vu ce que je voulais voir. J'ai fermé les yeux. Demain, ma mère arriverait. Demain, je parlerai avec des avocats. Demain, je commencerai le processus pour défaire 12 années de ma vie. Mais cette nuit, je voulais juste oublier. Je voulais juste que tout ça ne soit qu'un cauchemar, dont je pourrais me réveiller. Mais ça n'en était pas un. Et j'allais devoir vivre avec. 6 mois plus tard, je me tenais devant le palais de justice. Le procès était terminé. Le verdict était tombé. Elena a été reconnue coupable de tentative de meurtre aggravé, de fraude à l'assurance, et d'administration d'une substance nocive avec l'intention de causer des blessures graves. La peine, 18 ans de prison. 18 ans. Rodrigo était à mes côtés. Son poignet avait guéri, bien que les cicatrices soient toujours là. Marque permanente de ce que sa propre sœur lui avait fait. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. Je ne sais pas, vide, je suppose. Pendant le procès, toute la vérité a éclaté au grand jour. Les dettes qu'Elena avait accumulées par des achats compulsifs. La liaison avec Arturo Delgado, qui s'est avéré être au courant du plan, mais n'a rien fait pour l'arrêter. Les recherches sur Internet, montrant des mois de planification méticuleuse. Les messages où elle disait à Arturo, « Bientôt, nous serons libres. Il faut juste que ça marche. » Elena a essayé de faire valoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me tuer. Qu'elle voulait seulement provoquer une forte réaction allergique. Mais les experts ont témoigné que la concentration de nickel qu'elle avait utilisée aurait pu causer une défaillance de plusieurs organes. Que, si j'avais porté cette montre pendant toute la fête comme elle l'espérait, je serais probablement mort. Son avocat a tenté de plaider le trouble mental, la dépression, l'anxiété financière. Mais le jury n'y a pas cru. Les preuves étaient trop claires. Trop préméditées. Quand le juge a prononcé la sentence, Elena a pleuré. Elle m'a regardé de l'autre côté de la salle d'audience, avec ses yeux que j'avais autrefois aimés, et a dit, « Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Roberto. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Les parents d'Elena étaient dévastés. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer. Son père fuyait mon regard, mort de honte. Après le verdict, ils se sont approchés de Rodrigo et moi. « Pardonnez-nous » a dit sa mère. Nous ne savions pas. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle soit capable d'une chose pareille. Personne ne le savait, ai-je répondu. Pas même moi. Et pourtant, j'ai vécu avec elle pendant 12 ans. Vas-tu lui rendre visite, a demandé son père. Non. Je ne crois pas que j'en serais capable. Ils ont compris. Ils se sont éloignés. 2 personnes brisées par ce que leur fille avait commis. Le divorce a été finalisé 2 semaines après le verdict. Ce fut rapide, propre. Elle n'a rien contesté. De toute façon, elle ne le pouvait pas, pour la prison. J'ai gardé la maison, et tout le reste. Elle ne s'est retrouvée qu'avec sa culpabilité, et les 18 prochaines années de sa vie. J'ai vendu la maison 1 mois plus tard. Je ne pouvais plus y vivre. Chaque recoin renfermait des souvenirs.
Chaque pièce me rappelait le mensonge qu'avait été mon mariage. J'ai acheté un petit appartement, dans un autre quartier de la ville. J'ai recommencé à zéro. Thérapie 2 fois par semaine. Exercice tous les matins. Le travail. Les amis. La routine. Lentement, très lentement, j'ai commencé à me sentir à nouveau humain. Rodrigo et moi nous sommes rapprochés. Nous nous voyons chaque semaine pour dîner. Nous ne parlions jamais d'Elena. Ce chapitre était clos, pour nous deux. Carla et Enrique m'ont inclus dans leurs projets familiaux. Les dîners du dimanche, les films, les pique-niques. Ils m'ont rappelé qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Des gens qui ne vous trahissent pas. Un après-midi, 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. Elle venait d'Elena. Je l'ai tenue entre mes mains pendant un long moment, avant de décider si j'allais l'ouvrir ou non. J'ai fini par le faire. Roberto, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire. Je sais que tu détesteras probablement cette lettre, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai besoin que tu comprennes, que je n'ai jamais voulu que les choses se terminent de cette façon. J'étais perdu, effrayé, désespéré. J'ai pris d'horribles décisions, qui ont blessé les personnes que j'aimais le plus. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. J'espère juste qu'un jour, tu pourras te souvenir qu'il y a eu de vrais moments entre nous. Des moments où j'étais la personne que tu croyais que j'étais. Ces moments ont existé. Tout n'a pas été qu'un mensonge. Je te souhaite le meilleur, Roberto. Toujours, Elena. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis, je l'ai pliée, et je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'allais pas répondre. Il n'y avait rien à dire. Elle avait 18 ans pour réfléchir à ses décisions. Moi, j'avais le reste de ma vie pour réapprendre à faire confiance. Cette nuit-là, je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement, avec un verre de vin. J'ai regardé la ville. Ses lumières. La vie qui continuait, comme d'habitude. J'ai pensé à cette montre. À la façon dont un simple objet m'a presque coûté la vie. À la façon dont mon instinct m'a sauvé. À la façon dont Rodrigo a payé le prix qui m'était destiné. J'ai pensé à Elena. À la femme que je croyais connaître. À la femme qu'elle était réellement. À la façon dont ces deux versions avaient coexisté de manière simultanée, sans que je ne m'en aperçoive. J'ai pensé à ces 12 années. Aux rires. Aux moments heureux. Aux nuits tranquilles. Avait-il été réel, ou tout cela n'était-il qu'une comédie? Je ne le saurais probablement jamais. Et, peut-être qu'il était préférable de ne pas le savoir. Peut-être que le plus important, c'était que j'avais survécu. Que Rodrigo avait survécu. Que nous avions tous les deux droit à une seconde chance, de vivre nos vies, libérés du poison de ses intentions. J'ai pris une gorgée de vin. L'air de la nuit était frais, et agréable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ce n'était pas encore le bonheur. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début est tout ce dont on a besoin. J'ai regardé mon poignet. Ma vieille Seiko était toujours là. La montre que mon père m'avait offerte. La montre que j'avais choisi de porter ce jour-là, à la place du cadeau empoisonné d'Elena. Cette montre m'avait sauvé la vie, sans même que je ne le sache. J'ai souri. Un sourire discret, mais sincère. La vie continue, parfois d'une manière à laquelle on ne s'attend absolument pas. Parfois, on survit à des choses qui auraient dû nous détruire. Et quand on survit, on a deux choix, rester prisonnier de ce qu'il s'est passé, ou aller de l'avant, vers ce qui peut encore advenir. J'ai choisi d'aller de l'avant. J'ai terminé mon verre de vin, je suis rentré dans l'appartement, et j'ai fermé la porte derrière moi. Demain serait un autre jour. Un autre pas en avant. Une autre chance de reconstruire ce qui a été brisé. Et cette fois-ci, je ferai les choses bien. Cette fois-ci, je ferai confiance à mon instinct, dès le début. Cette fois-ci, je vivrai pour de bon.